Bon, bah écoutez, il est 13h45. Je propose que nous entamions cette table ronde. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant donc pour ce débat autour du territoire, levier de performance économique, sociale et environnementale, que je vais avoir le plaisir d'animer autour avec mes intervenants qui sont autour de cette table. On va faire un peu les présentations. On va commencer avec vous, qui êtes à côté de moi, Florence Rouffaut. Donc vous travaillez à la direction de la performance industrielle à la région Nouvelle-Aquitaine et vous êtes animatrice du programme régional Usine du Futur. On est d'accord là-dessus. À vos côtés, nous avons Laurent Bazin. Alors vous êtes le dirigeant de Biomatitude, une agence d'évaluation autour de la RSE et du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre approche, l'approche de Biomatitude autour de ces sujets? Oui, en trois mots. La première, c'est de valoriser les bonnes pratiques des entreprises en matière de RSE. La deuxième, c'est une agence de notation. Donc l'objectif, c'est vraiment de mesurer la contribution des organisations au territoire, que ce soit des entreprises ou des collectivités. Et puis la troisième chose, c'est de créer du sens et d'emmener l'ensemble de son écosystème, c'est-à-dire à la fois ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients, dans une démarche commune d'amélioration en matière de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Merci pour ces précisions. À vos côtés, il y a Cathy Poli. Alors vous êtes mandatée par AFNOR Nouvelle-Aquitaine pour la représenter cet après-midi. Vous venez de quitter il y a quelques semaines seulement votre poste au sein de la structure pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale industrielle dans le Limousin. On en reparlera, mais avant, un mot sur ce qui a été pendant de nombreuses années votre rôle à l'AFNOR. Oui, pendant de nombreuses années, j'ai été déléguée régionale adjointe pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc j'avais en charge la sensibilisation sur les démarches RSE, qualité, environnement, santé, sécurité au travail. Et j'étais également auditrice qualité, environnement et santé, sécurité au travail aussi, plutôt orientée industrie et petites entreprises. Et à vos côtés, c'est une thématique autour du territoire. Il y a Aymeric Brousseau, vous êtes à la tête donc de Brousseau Textile, une entreprise que vous avez repris en 2006. Vous êtes basé à Lecare, un petit village de 500 habitants au sud de Limoges. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Lecare? Qu'est-ce que fait Brousseau Textile, même si on s'en doute un peu par le nom de l'entreprise? Alors moi je suis la troisième génération en fait, c'est pour ça qu'on a repris en 2006. On fabrique des chaussettes pour toute la famille, bébés, hommes-femmes, voilà, depuis 3 générations. Donc on verra avec vous justement quel impact vous avez sur votre territoire à la fois économique, sociétal et environnemental. Alors Florence Rouffaut, on va débuter avec vous. Ma première question s'adresse à vous. Donc vous êtes à l'initiative de cette table ronde, c'est vous qui avez proposé cette thématique. Alors dans un salon comme Vive Industrie, où l'on parle d'industrie 4.0, d'usine du futur, de digitalisation, qu'est-ce que vient faire le territoire là-dedans? Alors, je vais encore vous perdre. Je vais vous poser une question, Oui, Nicolas. dites-moi. Est-ce que vous jardinez? Ça m'arrive, j'ai un tout petit potager, mais rarement, j'ai pas trop la main verte. C'est vrai, pourtant, Nicolas, le jardinier, Ah oui, bref. c'est voilà. vrai. Donc, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait qu'un jardin va être productif et autonome? Un bon entretien, un peu de main verte et le reste, je vous laisse nous le dire. Sans engrais chimiques, hein, bien sûr. Ah, Ouais. Donc, c'est sa biodiversité, en fait. C'est la différence, la multiplicité des espèces, des organismes qui vont travailler ensemble, collaborer, développer des synergies, voilà, des belles relations, en fait, de bons procédés. Bref, une intelligence collective. Et Laurent, Cathy, moi, notre quotidien, c'est d'accompagner les projets des industriels, leur développement, pour développer, accroître leur productivité, leur attractivité, etc., sur des territoires différents et variés. Donc, tous les trois, nous sommes sur des périmètres, des territoires différents d'échelle, mais nous avons cette ambition-là. Et donc, j'ai souhaité qu'on soit réunis avec un grand témoin, c'est-à-dire un industriel, pour relever le défi de vous démontrer que le territoire, c'est un enjeu qu'il faut absolument en tenir compte dans vos stratégies de développement pour assurer la pérennité de votre activité. Puisque à l'échelle d'un territoire, les défis de demain et d'aujourd'hui, que sont l'humain, le sociétal, l'environnemental, le culturel, la technologique,
on va le démontrer, mais c'est la bonne échelle pour ces enjeux-là. Voilà. D'où voilà, la volonté de nous réunir avec un témoin pour vous alerter, vous mettre en veille, agiter un petit peu et vous donner envie de déclencher des projets d'innovation, des mises en relation, des mises en contact pour préparer les enjeux qui peuvent mettre en difficulté vos développements. Alors, on espère que cette table ronde, effectivement, apportera des réactions. On va échanger pendant 3 quarts d'heure. Il y aura un petit temps de questions-réponses d'1 quart d'heure. Vous pourrez interagir par rapport à ce qui était dit. Alors, Cathy, vous avez passé de nombreuses années à auditer des entreprises dans de nombreux territoires aux 4 coins du pays. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, ce que j'ai constaté, alors ça sera une surprise pour personne, c'est que les entreprises sont face à de nombreux défis. Parce qu'on a traversé un certain nombre de crises économiques, sociales, environnementales qu'on traverse toujours plus ou moins. Et j'ai constaté que les entreprises ne sortaient pas forcément de leur entreprise. Les gens restent plutôt parce qu'elles ont la tête dans le guidon, parce qu'il y a un client et il y a en effet des marchés à honorer. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'en effet... Elles ne sortaient pas, n'allaient pas à la rencontre notamment de leur territoire. Et j'ai aussi constaté depuis ces dernières années, à peu près 5 ans, et là ça va quand même en s'accélérant, une problématique un peu plus humaine, notamment de recrutement. C'est avant tout comment attirer et garder des talents en fait dans les entreprises. Alors plutôt, après ça dépend d'où on se situe sur les entreprises, mais plutôt dans les territoires ruraux notamment. Enfin, dès qu'on sort d'une grande ville, on est dans un territoire rural en fait. À Bordeaux, c'est pareil. Dès qu'on sort, on devient, on est dans un territoire rural. Et c'est du coup plus compliqué d'attirer les talents, d'attirer les jeunes générations. Et ça, c'est une problématique que j'ai pu voir arriver en fait dans les entreprises, c'est de se dire comment je peux attirer et surtout garder, parce qu'une fois qu'on attire ces nouveaux talents, en fait, ils ne restent pas forcément. Ils ne restent pas forcément parce qu'il y a des problématiques alors diverses et variées, mais notamment d'alignement en fait entre les valeurs de l'entreprise et ce qui est réellement pratiqué. Donc un vrai souci de cohérence, de besoin de cohérence de la part des nouvelles personnes qui arrivent en tout cas. Et en parallèle, une évolution aussi des besoins des consommateurs. On l'a vu à travers différents scandales en fait, médiatiques qui éveillent souvent les consciences. On voit un besoin même une pression de plus d'éthique, de plus de respect de l'environnement et de plus de prise en compte de l'humain dans l'entreprise et aussi dans sa chaîne d'approvisionnement. On l'a vu avec différentes problématiques aussi qui ont été médiatisées en fait et qui font que d'un coup le consommateur se rend compte que, alors on peut parler de la filière textile, mais en effet oui, ces habits sont fabriqués à l'autre bout de la planète plutôt par des enfants dans des situations très très compliquées. Et on a quand même une évolution de la société qui met la pression sur les entreprises pour avoir des produits ou des prestations sociétalement responsables, plus vertes. Et avec une meilleure communication, en tout cas, sur la façon dont sont fabriqués les produits. Donc vous nous disiez à l'instant que les entreprises doivent aller à la rencontre de leur territoire. Est-ce que vous partagez ce constat, vous, Laurent Mazin ? Dans quoi doit évoluer l'entreprise du futur dans son territoire ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, d'abord, je ne vais pas jouer aux petites devinettes, mais Ouais. c'est quoi un territoire ? Voilà. On peut déjà définir, tout à fait. Alors, il y a une définition qui existe qui dit le territoire, en fait, c'est l'espace de transformation du travail humain. Voilà. Alors, effectivement, nous, on peut aussi considérer que le territoire, ça peut être un lieu géographique, lié soit à des notions culturelles, des notions naturelles, ou effectivement des notions juridiques, territoire national. Voilà. Bon. Et donc c'est toujours un peu difficile de se positionner par rapport à ça. Ce qui est sûr en tout cas, ce qui fait à peu près, ce qui est dans l'alignement, c'est de se dire que le territoire, c'est, pour faire relativement simple, c'est l'espace où on va pouvoir partager à la fois une ambition commune, et donc être dans un réseau d'influence, mais une influence tout à fait positive, et pouvoir construire soit une filière, soit en tout cas un réseau de travail en commun ou de partage en commun de valeurs. Voilà. Et donc c'est important de le définir parce que ça permet de mieux comprendre à qui on s'adresse et en fait à qui on veut parler.
Sur la notion de responsabilité sociétale des entreprises, il est évident qu'à partir du moment où on connaît son territoire, ce qui est important, c'est de créer du lien. Alors souvent, effectivement, le rapport, il est créer du lien, et puis dans le contexte actuel, avec le recrutement, l'emploi, les collaborateurs. Mais c'est surtout vraiment créer vraiment un écosystème assez complet, avec l'ensemble de ses clients, l'ensemble de ses fournisseurs de matières, ses fournisseurs d'énergie, ses fournisseurs de services. Et puis bien sûr l'humain, c'est-à-dire l'humain au centre de l'entreprise ou au centre de la collectivité, c'est-à-dire le consommateur, mais à la fois aussi le collaborateur. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir ce schéma-là en tête pour bien comprendre de quoi on parle et de savoir à qui on s'adresse, quoi. Mais cet écosystème dont vous parlez, concrètement, on fait comment pour le structurer? Alors, en fait, l'objectif, c'est vraiment de mesurer quel est le lien que l'on a avec lui en permanence. Et donc, on va amener ses clients dans l'entreprise pour effectivement travailler ensemble. Et dans l'industrie, c'est éminemment important. C'est éminemment important de travailler ses fournisseurs, qu'ils soient locaux ou pas, et de les associer à sa démarche sociale ou environnementale. Et puis, avec l'ensemble des citoyens, citoyens du territoire, de se dire comment on peut les associer au quotidien avec l'entreprise. Et c'est là où on intervient pour mesurer cette contribution au territoire et pour donner une image assez claire économique de ce que fait l'entreprise, se dire voilà, quand je produis des pièces de matériel, ou quand je construis des maisons, ou quand je fais des routes, eh bien quelle est la contrepartie que ça va adresser au territoire en matière d'emploi, en matière de création d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux, en matière de crèches, en matière voilà, et tous ces éléments-là, ramenés évidemment à une notion économique, permettent de mieux matérialiser ma contribution territoriale. Et donc, mettre en place un modèle coopératif, c'est réellement donc un levier de compétitivité, d'attractivité pour un territoire. Ça, c'est oui, certain. alors ça s'associe à la fois avec l'entreprise, mais aussi avec les collectivités, parce qu'évidemment, il faut pouvoir associer les deux et de se dire ensemble quels sont les éléments, quels sont les domaines sur lesquels on va pouvoir intervenir, que ce soit évidemment l'aspect économique, mais l'aspect aussi, on le parle recrutement, c'est-à-dire l'aspect humain. Qu'est-ce que l'on met en place pour pouvoir faire de l'inclusion, pour pouvoir faire de la formation, pour pouvoir effectivement intégrer un certain nombre de personnes dans l'entreprise et dans le territoire. Comment on peut aussi ensemble développer des filières où il nous manque de l'approvisionnement, par exemple. Alors, c'est le cas dans le textile. Ce matin, on parlait d'une région que je connais bien, qui est le Nord, où effectivement la filière lin s'est réindustrialisée en disant voilà, on a des producteurs de lin, comment on fait pour le tisser, comment on fait pour le teindre, comment on fait pour le confectionner, comment on fait évidemment pour le commercialiser. Et donc, l'ensemble de cette filière-là, mais qu'elle soit agroalimentaire, textile, industrielle, peu importe, enfin immobilière, eh bien, on va essayer de repenser les différents acteurs de la filière. Mais aussi avec ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire mais aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient collectivités ou qu'ils soient entreprises. Alors quand vous parlez de la filière du lin, ça me fait penser à l'industrie textile. Ça me permet de rebondir. Transition toute trouvée. Merci beaucoup. Ça me permet de rebondir avec vous, Aymeric Brousseau. Donc vous, justement, cette implication sur votre territoire, cette volonté de mettre en place un modèle où plusieurs personnes sont incluses, la coopération, vous, elle s'incarne comment au niveau de votre entreprise sur votre territoire? Alors c'est un petit peu différent. Enfin, nous, c'est un mix d'ensemble de choses. Déjà, la priorité pour nous, c'est la qualité des produits. Ouais. Ça, c'est ce qui fait aujourd'hui le fait qu'on soit encore là. Après, les salariés, bien sûr, qui font tourner toutes ces machines-là, toute la partie automatisation qu'on a mis en place et le service. Aujourd'hui, je pense que si on est encore là dans la chaussette en France, on est une petite dizaine, c'est parce qu'on a su rendre le service face à nos concurrents aujourd'hui. Justement, cette question dans une industrie qui est hyper concurrentielle comme le textile, comment vous faites, vous, pour être performant économiquement, puisqu'on parle dans cette table ronde du territoire comme levier de performance économique, entre autres? Alors je pense que notre industrie à nous, du textile et de la chaussette, elle a été détruite depuis longtemps. Aujourd'hui, si je vous demande combien coûte une paire de chaussettes, vous allez me donner 10 prix différents. Il n'y a plus de base. Donc nous, on a tendance à dire qu'on travaille pour des tribus, c'est-à-dire des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie d'acheter du Made in France, des gens qui ont envie, par exemple, d'acheter des chaussettes avec des petites bigoudaines dessus pour les Bretons. Voilà, on travaille vraiment pour cette communauté-là. Et on a eu aussi un gros avantage, ça a été véritablement Internet,
qui, à partir de 2007, a été le renouveau pour nous de la production. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait pour des grands donneurs d'ordre et aujourd'hui, on travaille en direct avec des marques ou le client final. Donc ça nous a fait énormément évoluer. Et au-delà de votre situation géographique, donc à Le Cars, petit village de 500 habitants, est-ce que finalement vous direz que c'est un atout d'être à la campagne et que ce n'est pas un handicap et qu'on peut être totalement dans le match de la mondialisation et être dans une toute petite commune, voire à un mot? C'est possible? Alors nous, on fabrique 1 million de paires de chaussettes par an. Ouais. On exporte 70% de notre production au travers de nos clients de marque qui, eux, exportent dans le monde entier. Et en fait, le fait d'être à la campagne, ça n'a jamais été un gros problème parce qu'on a toujours été accompagné, que ce soit par la région ou par autre. On a le gaz de ville, on a la fibre optique, donc on a les transports, on n'a pas de gros problèmes. On a un seul problème qui est le problème de tous les industriels, c'est l'emploi. C'est le recrutement, les postes à pourvoir. Mais non, je pense que ça a même été plutôt bénéfique pour nous parce que quand vous êtes noyé au milieu d'une zone industrielle où vous avez déjà des gros faiseurs, chez nous, on a des Legrand, voilà, on a des belles boîtes, mais ils sont là, ils sont en place. Alors que nous, dans notre petit village, on est tout seul. Donc, au bout d'un moment, quand on fait un signe, on nous voit. C'est un petit peu quelque chose qui est différent pour nous. Et on dit, voilà, à la région, on leur dit, oh là, on est là, on fabrique des chaussettes. Ouais. Ah oui, au Cars, il y a une usine qui fabrique des chaussettes. Voilà. Bon, même si on est bien entouré, parce qu'on a une entreprise Legrand à 8 km, on a Safran qui est pas très loin à 9 km aussi, donc on a aussi des belles boîtes pas loin, mais ça nous donne un peu plus de visibilité en tout cas. Alors, on va aborder un autre volet. Donc, on a vu le volet économique avec vous. Il y a le volet environnemental, puisque c'est une vraie question, effectivement, dans l'industrie textile. Le défi majeur, c'est l'achat des matières premières. La plupart, donc, le coton, effectivement, on le sait, ça provient de très loin. Ce n'est pas très bon en termes de bilan carbone. Est-ce que vous arrivez à trouver des solutions ? Alors oui, le coton, il vient évidemment du monde entier. Après, nous, nos teintures sont faites France, Portugal, Italie. On essaye de garder le maximum possible sur des fournisseurs locaux. Notre guipage de Lycra, par exemple, qui est le fameux fil qui fait les tailles sautées, est guipé à la fois dans le nord et dans le sud de la France. Donc on est quand même assez proche. C'est vrai que la matière première vient de l'autre bout du monde, mais après, on trouve aujourd'hui encore pas mal de filateurs ou de teinturiers en France avec qui on travaille et on crée des projets super intéressants. Et puis vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, que vous aviez dans le Gers, vous êtes en lien avec 3 jeunes un peu fous furieux qui ont décidé de relancer leur propre production de coton. Oui, alors aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a plus de production de coton en France, c'est faux. Ouais. Puisqu'en fait, il y a quelques années, on a rencontré 2 garçons qui avaient des vignes grâce à leurs parents. Et malheureusement, je ne sais pas comment on peut dire, à cause du réchauffement climatique, ils ont eu une idée folle de se dire, voilà, la vigne, ce n'était pas très intéressant pour eux. On va planter un champ de coton pour voir ce que ça peut donner. Donc la première année, ils ont fait 50 kilos, ils se sont ratés, 100 kilos. Et cette année, ils ont fait quasiment 1 tonne de production de coton. Ils ont lancé un polo qui s'appelle Jean-Fil et ils vont lancer une gamme de chaussettes bientôt. Est-ce que c'est des choses qu'on voit ailleurs, peut-être une réaction de l'un d'entre vous par rapport à ces initiatives locales, environnementales, quand on voit comme ces jeunes qui se lancent dans le Gers, dans une production de coton? Est-ce qu'il y a des choses équivalentes? Est-ce que de votre expérience, de vous, ce que vous avez vu, Cathy, par exemple, à la FNOR, ou vous, Laurent, de ce que vous voyez, est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça qui émergent? On se dit, mais c'est dingue et pourtant c'est possible et ça se fait dans nos territoires. Alors, moi, oui, ça me rappelle. Alors, c'est pas forcément une création de filière, Ouais. mais c'était le développement, en fait, un partenariat entre un gros imprimeur qui utilisait une qualité de papier très particulière et qui ne trouvait pas cette qualité de papier-là. Et il a passé des années à avoir des coûts énormes en fait de non-qualité de papier jeté. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Et en fait, ils se sont rapprochés d'un papetier local. Local, après c'est à l'échelle, c'était à 300 km. Et ils ont développé ensemble la qualité de papier qu'ils souhaitaient. Donc au lieu d'aller le chercher, je crois que c'était en Allemagne, et d'avoir beaucoup de problématiques et des coûts surtout très très importants, ils ont investi le temps passé à gérer en fait les coûts de non-qualité, c'était ça, à développer ensemble une qualité de papier qui était optimale pour. Donc ça, ils ont gagné en fait sur tous les plans, économiquement, environnementalement aussi, parce que forcément il y avait moins de transport, moins de déchets par la suite. Enfin, c'était vraiment une très belle opération. Laurent, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Partager une expérience qui est celle de dirigeants responsables de l'Ouest, qui est une association et qui travaille aujourd'hui pour
alors au-delà d'aller chercher ou de rapatrier des productions qu'on n'a plus en France, mais de se dire, ou sur le territoire, mais de se dire comment on peut optimiser tout ce que l'on fait de bien ou ce que l'on ne fait pas aujourd'hui. Je pense à la circularité, par exemple, l'économie circulaire, en se disant quels sont mes déchets qui peuvent être des ressources pour l'autre. Je parle à la mobilité, par exemple, aussi, de se dire aujourd'hui, on a des entreprises qui localement sont proches, comment on peut faire pour mettre en place ensemble des systèmes de mobilité qui soient intelligents et efficaces. Je pense à l'inclusion, on en parlait tout à l'heure, les problématiques effectivement de la ressource humaine, de se dire comment on peut si je prends le cas particulier de l'Ouest et de Nantes, effectivement, on a des migrants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces migrants? Comment on peut les inclure effectivement, dans nos entreprises? Comment on peut travailler intelligemment avec ces gens-là sans les diriger vers des métiers qui seraient des métiers de main-d'œuvre, alors qu'on a des compétences, des talents qu'il faut exploiter. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là de se dire on ne va pas forcément réinventer ce qu'on fait plus, mais comment on peut ensemble trouver les solutions à nos difficultés. Et ça va aussi dans le sens à la fois du territoire, du développement du territoire, mais ça va aussi dans l'émergence d'une vraie économie locale et participative. Florence, un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Oui, alors d'autres retours d'expérience. Ouais. On peut rebondir, Aymeric, sur vos problématiques de déchets, en fait. Donc Aymeric nous avait effectivement fait remonter 5 tonnes de fil, c'est ça, jetés. Alors bon, c'est un coût. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on a essayé de trouver dans notre jardin quelques éléments techniques, de solutions techniques. Alors on a pensé au design, on a pensé aussi à une société Pearl qui a conçu un revêtement pour absorber, dépolluer les sols. Voilà, on a essayé de les mettre en contact. On a pensé aussi à de l'isolation. Et je crois que vous avez trouvé... il y a eu des contacts, des échanges. Alors, on a travaillé, oui, il y avait ça. Et puis en parallèle de ça, on a travaillé depuis 2 ans sur un projet qui était avec Filature du Parc, une filature dans le sud, au recyclage de nos propres déchets. Donc aujourd'hui, depuis le mois de juin, on recycle, c'est-à-dire qu'on effiloche nos propres déchets, on rajoute un petit peu de matière première avec pour renforcer la fibre coton et on produit un nouveau coton. Donc voilà, donc les chaussettes que je porte aujourd'hui sont des chaussettes recyclées à base de nos propres déchets. Donc aujourd'hui, c'est le début. On a un petit frein, c'est nos clients pour le moment. Parce que quand on leur parle de déchets, alors on leur dit mais c'est des déchets propres, hein. Ça vient de la machine, ça n'a jamais été porté. Mais c'est ça. Je pense qu'en fait, on va pouvoir, d'ici quelques années, être un petit peu à l'infini. C'est-à-dire recycler, jusqu'à une certaine matière, parce qu'au bout d'un moment, le coton, la fibre sera complètement détruite, donc on ne pourra plus rien faire. Mais on est indirectement devenu producteur de coton, parce qu'on recycle aujourd'hui à l'infini ce produit. Voilà. Autre exemple, donc on est sur le territoire de Limoges, un territoire porcelainier quelque part. Donc des déchets de porcelaine, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il y a eu des travaux d'innovation faits dans le secteur du BTP pour travailler sur justement la luminosité des revêtements. Donc on a sur Limoges en tout cas plusieurs tronçons tests pour réduire l'éclairage en fait public. Voilà, donc on est dans une démarche d'économie circulaire. Un déchet d'une filière peut être utilisé dans une autre filière sur un territoire. Donc des filières qui au premier abord n'avaient rien en commun. Voilà, l'idée aussi de cette conférence, c'est bien de démontrer que sur votre territoire, fameux jardin, vous pouvez trouver des solutions à vos problèmes. Et donc, on est dans une démarche vertueuse. Vous gagnez toujours en performance tout en développant une politique plus environnementale et sociétale sur ce territoire-là. Et c'est la dimension du territoire qui le peut. De par sa superficie, on peut être beaucoup plus agile finalement et mettre en place ces bonnes pratiques qui après peuvent faire écho à un niveau plus national. Mais disons que le territoire, c'est un peu un laboratoire de bonnes idées environnementales, si je résume. C'est tout à fait ça. C'est la bonne échelle. Un autre exemple, donc nous avons certains producteurs de cosmétiques dans notre région. Pour la cosmétique, il lui faut des principes actifs de plantes qui sont achetés à droite et à gauche. Et nous avons donc une entreprise bien connue en Corrèze qui a développé sa pop culture de plantes et qui fait de l'extraction et qui s'est utilisée dans ses produits cosmétiques. Voilà. Made in France, made in Corrèze, pour situer un peu. Voilà, donc et donc c'est une entreprise qui a essayé de trouver des solutions
à proximité de son lieu de production, avec aussi la thématique emballage. Et on en revient à ce que vous disiez au tout début, cet écosystème à mettre en place qui permet après de créer de belles choses et d'avoir de belles initiatives. Oui, et puis il faut voir que tous les acteurs sont partie prenante dans l'opération, hein. Que ce soit les collectivités, on parle pas mal des territoires zéro déchet, par exemple. On parle de ces territoires de la 3e révolution, 4e révolution industrielle. On parle voilà, et donc on sent qu'il y a vraiment des acteurs forts au niveau des collectivités et du public. Et puis on a des filières aussi qui jouent vraiment le jeu. Évidemment, le recyclage en est une. Hein, d'ailleurs, on a quelques personnes ici. On a Révi Place, je crois, voilà, ils sont dans la salle, mais effectivement qui participent aussi à cet effort de remettre l'ensemble des matières dans le cycle de vie et de se dire à un moment donné, on peut forcément rendre service à une production qui n'a rien à voir avec son métier de base, mais qui va évidemment implémenter soit le schéma de production, soit en tout cas le besoin à l'instant T de matière ou de ressources. Un mot quand même, Aymeric, vous l'avez légèrement évoqué tout à l'heure sur les freins à votre activité. Vous parliez de recrutement. Est-ce que voilà, on a beau mettre en place de bonnes initiatives, les savoir-faire, on les a un peu perdus et c'est compliqué à retrouver dans nos territoires? En fait, en France, il n'y a pas de chômage, donc ça, c'est top. Moi, c'est la bonne nouvelle que je vois depuis très longtemps. Après, ouais, c'est en train de changer profondément. Moi, je suis à 3e génération. Moi, j'ai grandi dans l'usine. Voilà, j'ai appris à marcher dans cette usine. Donc, j'ai toujours connu des salariés qui étaient locaux. Oui. C'est-à-dire, voilà, qui étaient les gens du coin. Même des fois, on avait des paysans qui faisaient les équipes de nuit parce que ça leur faisait plus d'argent et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer à vitesse grand V. Les CV qu'on a, nous, sur les postes sans qualification ou avec qualification, ils viennent de l'autre bout du monde. On a un Sénégalais, on a une Chinoise, on a des Bulgares, parce qu'aujourd'hui, c'est les CV qu'on a. Voilà. Donc, c'est pour nous, là, aujourd'hui, on a du potentiel. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, acheter des machines, c'est très facile. Il n'y a pas plus simple, surtout avec les taux actuels. Mais derrière, il faut trouver les gens pour les faire tourner. Et ça, c'est autre chose. Laurent, est-ce que vous avez une réaction? Comment lever un peu ces freins dont vient de nous parler Aymeric? S'il n'y a pas de solution miracle, j'en suis bien conscient. S'il y avait une solution, on l'aurait exactement. On l'a trouvé depuis longtemps. Non, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut mettre vraiment l'accent, c'est la marque employeur. Oui. Alors, c'est pas qu'un mot, la marque employeur. Hein. C'est quoi? C'est comment on associe l'ensemble des équipes sur vraiment une démarche collective qui attire entre guillemets des talents, qui permettent aussi à des talents qu'on rencontre, alors il faut avoir des CV, hein, mais des talents qu'on rencontre, de pouvoir les faire rentrer dans l'entreprise et pouvoir les associer en permanence au développement de cette démarche justement RSE. Alors le sens a est très important dans cette démarche-là, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a expérimenté dans notre entreprise ce qu'on appelle les comités de pilotage, donc c'est-à-dire sur des thématiques comme la RSE, mais aussi comme l'informatisation, comme l'amélioration de nos process, on essaye de mettre en place des petits groupes de travail où chaque collaborateur vient et participe effectivement à l'évolution de ce projet. Pourquoi? Pour leur donner envie simplement d'abord de se connaître mieux, et puis aussi de participer à des projets sur lesquels ils n'auraient pas eu conscience au départ de pouvoir intervenir ou de pouvoir participer. Et tout ça fait que, évidemment, il y a plein d'autres choses qui rentrent dans la marque employeur, mais tout ça fait qu'à un moment donné, on essaye de redonner une vraie valeur au travail, une vraie valeur à l'entreprise, et d'essayer d'attirer les talents. C'est vrai que pour ça, il faut pouvoir communiquer. On se sert évidemment de nos outils pour communiquer, mais c'est pas suffisant. On sait très bien que voilà. Mais la collectivité aussi, elle a été importante parce qu'elle doit créer cette dynamique pour attirer évidemment les talents dont on a besoin, et ça partout en France et quel que soit le métier. Et on en parlera dans un instant, mais avant, Cathy, vous souhaitiez réagir? Oui, juste une réaction par rapport aux freins. Alors c'est plutôt aussi un constat, c'est le constat de défiance vis-à-vis de l'entreprise en fait. Qui fait qu'en effet, c'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent postuler sur des postes parce qu'il y a une vraie défiance des salariés ou des gens qui sont en recherche d'emploi vis-à-vis des entreprises françaises. Alors en effet, la marque employeur contribue. Je crois qu'il y a vraiment la notion de confiance en fait à faire passer, alors à travers la marque employeur, mais plus généralement en fait au niveau des collectivités et de l'ensemble des entreprises à l'échelle d'un territoire ou national, pour redonner cette confiance qui a été perdue au fil des années envers l'employeur en fait. Ça, c'est une vraie crise sociale qu'on vit aussi. Oui, enfin,
Je rajouterais que c'est important aussi que les industriels s'ouvrent davantage aussi à leur écosystème pour faire changer l'image du monde industriel. Ce ne sont pas que des boîtes avec une qualité de vie médiocre, c'est plus du tout ça. Il y a des métiers extraordinaires. Les technologies de l'information et de la communication révolutionnent en fait les métiers, la pénibilité, les échanges, les modes de formation ont changé. Donc il y a un gros travail pédagogique à faire et les régions, on a toute notre place sur ça pour accompagner les entreprises, qu'elles soient dans le programme Usine du Futur ou pas d'ailleurs, sur des tournages vidéo, des communications, etc. Et puis, on a notre rôle aussi sur l'attractivité des territoires, travailler sur l'attractivité. Alors, il y a effectivement la mobilité, mais travailler aussi avec les écoles. Voilà, c'est tout aussi cet écosystème sur ce territoire-là, en tout cas les territoires ruraux. C'est un autre enjeu que dans les villes. Voilà. Vous avez évoqué le programme Usine du Futur. Je crois que vous avez été accompagné par le programme. Comment vous avez été soutenu dans le programme Usine du Futur par la région? Sur quoi ils vous ont... Alors nous, on est en plein dedans. Parce qu'on a commencé, Ouais. on avait commencé il y a longtemps, mais on a fait notre audit en début d'année, parce qu'il y a eu un gros succès au niveau des audits, donc il y en avait pas mal à faire. En fait, on a déjà été accompagné par la région sur la partie matérielle. En fait, le problème, c'est qu'on avait un retard. C'est-à-dire quand moi je visitais les usines dans le monde entier, c'était les plus belles usines du monde. Et quand je rentrais dans mon usine, je me disais mais ça ressemble à rien. Enfin, comment on peut s'en sortir avec ça? Donc en fait, il y a eu un gros travail qui a été fait avec la région sur les aides qui nous ont apporté, qui nous ont permis d'investir plus d'1,5 million d'euros sur les 4 dernières années pour moderniser notre outil. En gros, on a 100 machines. Il fallait qu'on ait plus de 50% de nos machines qui soient maintenant robotisées, automatisées. Donc on a quasiment toute notre finition a été améliorée. Donc pour le bien-être déjà des salariés, c'est-à-dire avoir des opérations répétitives qui soient finies, avoir des opérateurs qui évoluent aussi et qui aient envie, qui aient cette envie. En fait, moi j'ai fait un stage dans une grosse boîte dont je ne citerai pas le nom et on nous disait, j'avais un formateur qui me disait, quand les gens sont mieux équipés chez eux à leur propre boulot, comment tu veux qu'ils viennent bosser chez toi si à un moment donné, tu ne leur donnes pas les outils? Donc nous, on a été à l'inverse de ça. Donc on a des grands écrans, on a le Wi-Fi, on a tout ce qui peut caractériser une entreprise moderne d'aujourd'hui pour donner envie aux salariés aussi, hormis bien sûr le salaire pour lequel ils viennent, mais avoir envie de se dire je suis bien dans ma boîte, quoi. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et là maintenant, on est en train de travailler avec la région sur toute la partie automatisation. Parce qu'on voit les machines, c'est beau, mais il y a aussi tout ce qui est à côté, les outils de production, toute la partie numérique, c'est super important. Et aujourd'hui, avec toutes les technos qu'il y a, il faut que les petites boîtes comme nous, on n'a que 50 salariés, on puisse bénéficier de ça. C'est-à-dire automatiser. Pourquoi? Pour pouvoir rendre du service, avoir de la flexibilité. Moi, il ne faut pas que je puisse dire à mes clients, écoutez, je vais vous livrer dans 6 mois. Il va me dire dans 6 mois, je vais aller en Chine, la qualité est bonne et en plus, j'aurai un super prix. Donc, il faut qu'on soit réactif et il faut qu'on ait les outils qui nous permettent qu'on ne soit pas noyé dans des tableaux Excel et dans des trucs toute la journée, qu'on puisse en gros rentrer la commande et savoir si on a bien le stock, si on a la disponibilité machine, comment tout ça peut se mettre en place et le plus rapidement possible. Voilà. Donc ça, c'est les outils numériques et sur lesquels on est en train de bosser pour pouvoir avancer. Oui, et Émeric, vous pouvez préciser qu'en fait, vous avez une démarche territoriale à ce niveau-là, puisque vous travaillez avec un prestataire local. Oui, après, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Voilà. Encore une fois, tout à fait. C'est vrai que sur toute la partie logistique, c'est-à-dire gestion WMS, gestion d'entrepôt et gestion de suivi de prod, la boîte est à Limoges. Donc, pour nous, c'est en termes de communication, le développeur, il vient directement chez nous, il voit comment il fait l'infrastructure. Et une semaine après, on a les choses qui nous sont rendues pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est super facile. Donc ça, c'est un très bon exemple. Performance économique, mais aussi sociétale et environnementale. Je trouve à proximité, à 40 km, une solution technique qui m'assure mon développement et de l'emploi indirect. Oui, et en fait, quand on cherche un petit peu... Mais en fait, on a fait une réunion il n'y a pas très longtemps pour l'emploi sur les personnes handicapées. Parce qu'on a énormément de mal, nous, à recruter des gens qui ont un problème, un handicap, pour bosser. Et en fait, on a fait une réunion et on s'est rendu compte au travers de cette réunion-là qui a eu lieu à Limoges que en fait, les acteurs sont là, les industriels sont là, mais en fait, on ne sait pas. On n'a pas de mise en relation. Et en fait, cette soirée-là, elle a juste été faite pour une mise en relation. Et on est sorti de là et on a déjà trouvé des solutions. Donc voilà, donc des fois, il ne faut pas grand-chose en fait, pour arriver à trouver le petit levier qui va faire déclencher tout ça. Mais c'est vrai que souvent, les industriels, ils sont dans leur problématique de chiffre d'affaires,
produire, ainsi de suite. Et donc, on n'a pas le temps d'aller aux réunions, pas le temps d'aller à droite. Et il faut sortir ce que vous nous disiez tout à l'heure, Cathy, s'ouvrir effectivement, mettre en place cet écosystème. Je voulais faire un point avec vous, Florence, donc, en tant qu'animatrice programme régional Usine du Futur, parce que j'ai vu des panneaux à l'entrée. Monsieur Rousset, ce matin, n'a pas eu le temps d'en parler, de Neoterra. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça va permettre pour ceux qui sont parmi nous et qui ne connaissent pas forcément tout ce que ça recouvre? Oui, donc là, en fait, c'est une feuille de route, la feuille de route Neoterra, qui assoit la vision de la région Nouvelle-Aquitaine en termes de développement durable. Et sur de très grandes thématiques, nombreuses, comme la culture, la mobilité, l'enseignement et l'univers industriel. Alors concrètement, pour le secteur industriel, développement économique des entreprises, eh bien, ça va être une modification de nos règlements d'intervention. Donc on va encourager, accompagner les entreprises à aller de plus en plus sur des investissements plus vertueux, c'est-à-dire à la fois pour augmenter les capacités de production, mais pourquoi pas aussi réduire les factures énergétiques. Donc voilà, on va les encourager sur ça. Encourager aussi des recrutements au-delà des postes d'innovation ou production, pourquoi pas des postes environnement sécurité, voilà, responsabilité sociétale, gestion de projet dans ces thématiques-là. Et puis de plus en plus d'aide au conseil sur la thématique RSE notamment. Accompagner les entreprises à se poser de nouvelles questions, prendre en considération les enjeux de demain. Ce matin, Monsieur Arcos, Société Callisto, a bien mis un point d'honneur à dire attention, demain, vous, industriels, vous ne pourrez plus utiliser de l'eau potable dans vos process. C'est-à-dire, on va vous demander d'acheter de l'eau recyclée, venant d'une station d'une grande ville, ou alors utiliser le recyclé que vous allez avoir vous-même à recycler. Mais aujourd'hui, les industriels, dans leur plan de développement, on ne voit pas d'investissement dans ces axes-là. Voilà. Alors que l'enjeu, il est réellement présent. Voilà. Et cette notion donc, de ce qu'on pourrait appeler usine durable, dans le nouveau programme, parce que là, effectivement, donc on est en 2019, ce programme Usine du Futur, il y a eu un premier lot, si je puis dire, 2014-2019, 600 entreprises diagnostiquées. Il y a un nouvel objectif qui est d'arriver à 900. 900, effectivement. 900. Troisième marché. Et est-ce que justement, dans ce troisième marché, le côté usine durable va vraiment prendre toute sa place maintenant? Tout à fait. Et on voit bien la progression. Donc on est au troisième marché. Là, on vit une mutation, sociale, sociétale. La société se transforme. On le voit, il y a une multitude d'initiatives, de créativité sur les territoires, que ce soit dans les modes d'organisation, dans les modes de production, etc. Et là, le premier marché, la thématique environnementale était inexistante. Deuxième marché, on monte un petit peu en puissance, une demi-journée. Troisième marché, je ne vous dis pas, mais c'est au top. Ça va être... voilà. Pour vous dire que la région a bien conscience de l'enjeu et va y mettre des moyens considérables pour accompagner les industriels à oser se transformer, oser le changement, oser agiter en interne, parce qu'en plus, il y a les énergies dans les entreprises, il y a la volonté dans les entreprises, des jeunes ou des moins jeunes, tout dépend effectivement de sa sensibilité, mais il y a les chefs d'entreprise sont aujourd'hui déstabilisés de l'interne, avec des salariés qui, comme le disait Cathy, veulent trouver du sens à leur travail. C'est bien beau d'avoir un salaire, mais aussi il faut être dans un environnement assez sympathique et dire je travaille dans une entreprise avec laquelle je partage les valeurs. Voilà. Donc la région, en tout cas, prend le train en marche et il met ces moyens-là. Et puis en plus, ce qui est intéressant sur cette thématique environnementale, et vous me le disiez, c'est que vous préférez parler de performance environnementale que de responsabilité. Le terme RSE, vous n'aimez pas le mot responsabilité parce que vous trouvez qu'on montre un peu du doigt les industriels. Voilà, vous êtes responsable, vous ne l'avez pas fait, mais vous préférez parler de performance qui englobe à la fois les enjeux économiques qui peuvent être liés aux enjeux environnementaux. C'est tout à fait ça, vous avez très bien compris, Nicolas. Tant mieux, on a un peu bossé le sujet. Performance industrielle et performance économique, performance environnementale, aujourd'hui ça va de pair, c'est cousin-cousine. Et parler de responsabilité, c'est montrer du doigt. Beaucoup d'entreprises s'engagent, il vaut mieux parler d'engagement sociétal et environnemental, beaucoup en font sans le dire. C'est-à-dire que ce terme, on l'a un petit peu créé, comme le terme développement durable, alors que beaucoup en font. Voilà.
et comment dire, ne le crient pas, voilà, ne le font pas savoir. Voilà. Et comme le disait Laurent, c'est important de valoriser toutes ces démarches-là et de communiquer sur ça, parce que ça développe l'attractivité des entreprises pour attirer des futurs salariés. Alors, on arrive tranquillement au terme de cette table ronde, puisqu'on a décidé de vous laisser un quart d'heure pour que vous puissiez interagir à ce qui a été dit. Mais avant, Mais on peut. Allez-y. Il y a Monsieur Dufourc là qui pourrait effectivement témoigner de son engagement sociétal et environnemental sur le territoire. eh ben, on lui passera le micro, tiens, Voilà. tout à l'heure, pendant la séance de questions-réponses. Mais juste avant, si vous étiez avec nous au tout début, je vais repasser la parole à vous, Cathy Polia, puisque vous lancez dans une aventure entrepreneuriale dans laquelle vous venez tout juste de vous lancer. Vous venez de quitter un poste confortable à l'AFNOR il y a 3 semaines environ pour reprendre une industrie dans le Limousin. C'est de l'inconscience ou vous lancez un défi personnel? Je pense pas que ça soit de l'inconscience. D'accord. Ça, c'est sûr. Beaucoup de gens me le disent. Ouais. C'est de l'inconscience, mais c'est. Alors, j'ai travaillé dans l'industrie en fait avant, et j'ai toujours eu ça en tête. Depuis que j'ai 20 ans, en fait, voilà, j'ai eu envie de. J'aime l'industrie, j'y crois. Contrairement à ce que beaucoup me disent en me disant c'est compliqué, l'industrie, je m'en fiche. Moi, je vois les pépites sur les territoires, je vois des entreprises qui, en effet, ont de très beaux challenges à relever, mais qui arrivent avec des dirigeants qui veulent s'aider et avec pas forcément beaucoup de candidats. Et j'ai longtemps réfléchi à créer. Et puis, en fait, je me dis, il n'y a pas besoin de créer. Les entreprises, elles sont là. On est sur une période où, en effet, on vit des mutations extraordinaires. Et moi, j'ai vraiment envie d'être actrice de ces mutations-là et de transformer une entreprise en faisant tout ce qu'on a dit. Ça va être une très belle aventure. Voilà. Je vous souhaite oui, je l'espère. Plein de courage. Et maintenant, je vous propose de vous passer la parole à vous dans la salle pour que vous puissiez interagir par rapport à notre thématique, donc le territoire, levier de performance économique, sociale et environnementale. Vous l'avez vu, ces 3 dimensions sont tout à fait possibles à l'échelon local. Où on peut commencer par un témoignage. Oui, Thierry, est-ce que vous voulez témoigner? Est-ce que vous voulez témoigner de... Allez-y, je vous propose, mademoiselle, de passer le micro à monsieur. Ça permettra aux autres personnes de réfléchir à leurs questions. L'idée, c'est d'être dans l'échange. Allez-y, monsieur. Bonjour, donc Thierry Dufourc, Société Reviplast. Donc nous, on est spécialisé dans le recyclage de déchets de plastique industriels et collectivités. Alors pour nous, ça va de soi qu'une entreprise locale comme nous, forcément, je sais pas comment le traduire. L'activité de Reviplast en soi est sociétale, puisqu'en fait, on prend des déchets dont personne ne veut, on les fait trier aux entreprises, aux collectivités, on les collecte, on les broie, on les revend ensuite pour refabriquer des pièces. Et ce, en faisant travailler toutes les entreprises locales, transport, pour l'entretien des machines, on travaille beaucoup avec l'insertion, etc. Et donc avec l'étude Biome, moi au départ, je ne savais même pas ce que ça allait donner comme résultat. Et en fait, il en est sorti que sur 100% de notre chiffre d'affaires, on avait 74% qui étaient redistribués localement. C'est-à-dire qu'on donne tout ce qu'on a gagné, il y a 74% qui sert à toutes les entreprises locales. Voilà, donc, et en plus on fait vivre, c'est une entreprise qui a été créée il y a 12 ans, on avait 0 salarié et on a créé 19 emplois aujourd'hui. Donc on fait vivre 19 familles. Donc l'entreprise Brousseau, c'est exactement la même chose que nous en fait. Je pense qu'on se rejoint dans ça. On ne cherche pas à faire du sociétal, etc. forcément. Mais en fait, chez nous, c'est naturel. Voilà, c'est quelque chose, on veut faire vivre notre territoire. On est ici à Bordeaux alors qu'on est de Limoges. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire travailler aussi toute la région de bordelaise. Parce que nous, du déchet, on sait qu'il y en a plein à Bordeaux, donc on veut le recycler. Et l'idée, c'est que les déchets de Bordeaux soient recyclés à Limoges et pas à Strasbourg, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, en fait, notre activité. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions, mais... Au moins, c'est un témoignage qui nous montre que vous avez mis en place un cercle vertueux et qu'à l'échelle du territoire, effectivement, on peut réunir ce triptyque économique, environnemental
et sociétale assez naturellement, j'ai envie de dire, avec cet écosystème dont vous nous parliez. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question, souhaite également témoigner des bonnes pratiques qu'il met en place ou de ce qu'il envisage, ou tout simplement nous contredire et dire c'est n'importe quoi ce que vous avez dit, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous, il n'y a aucun problème, les débats sont ouverts, ça sert à ça, ces échanges. Quelqu'un... Alors si personne souhaite intervenir, moi je vous propose qu'on fasse quand même un dernier tour de table. Si vous avez une chose qu'il faudrait retenir des échanges qu'on ait autour de cette thématique, on va commencer avec vous Florence, le message que vous avez envie de transmettre à ceux qui nous écoutent, c'est lequel? Bien, l'usine de demain, pour qu'elle soit effectivement pérenne, responsable et durable, bien sûr qu'il faut utiliser les technologies comme l'éthique, la robotisation, automatisation, etc. Mais surtout, vous industriels, ouvrez-vous à votre territoire, restez en veille, sollicitez-nous, donc les institutions, les experts, etc., pour faciliter votre mise en réseau. En fait, moi, mon job, je suis uniquement une facilitatrice. Je ne fais que du mythique à longueur de journée. Voilà. Donc, osez-en, abusez-en. Voilà, c'est un beau métier. Et puis, voilà, prenez bien conscience des enjeux qui arrivent, notamment environnementaux, qui peuvent carrément vous brider dans votre développement si vous ne les avez pas anticipés. Laurent, qu'est-ce qu'on doit retenir selon vous? Je voudrais juste reprendre un sondage qui est paru en 2018 d'Accenture, qui dit 66% des Français mettent un accent tout particulier à ce que les entreprises ou les produits qu'elles achètent aient une responsabilité sociétale, donc sociale, ou une performance sociale et environnementale. Voilà, juste ce petit rappel, c'est important. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment dans l'industrie ou dans l'ensemble des entreprises, il y a énormément de choses qui se font. Donc le savoir-faire, il est connu. Maintenant, il faut le faire savoir. Et ça, c'est un vrai enjeu, quoi. Cathy, un dernier mot? Oui, alors ça ne vous étonnera pas. Moi, mon message, c'est de sortir. Oui. Sortez de vos entreprises et allez voir ce qui se passe autour, sur le territoire. En effet, allez voir les mutations qui sont en train d'arriver, parce que certaines peuvent être brutales et peuvent disrupter. Parce qu'on voit des sociétés bien ancrées qui se sont fait complètement disrupter. Donc c'est important de regarder ce qui se passe autour. Et je pense que le fait de bien connaître son territoire, ça permet aussi de donner confiance dans son activité. Voilà. Aymeric, vous qui êtes un homme de terrain, qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous? Alors moi j'ai pas de choses particulières, j'ai juste un message qui est important. C'est aujourd'hui, en fait, il existe plein de produits fabriqués en France. Et pourtant, j'étais pas forcément un pro. Alors pourtant, je suis né dans une entreprise française. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, comme on a envie de savoir ce qu'on mange, eh bien, je pense que demain, il faut aussi savoir ce qu'on porte. Voilà. De quelle façon, comment ça a été fait, est-ce que le tissage a été fait en France, est-ce que le tricot a été fait en France. Voilà, il y a tout ça. Et je pense que c'est l'interrogation des gens, tout simplement, naturellement, qui fera avancer l'industrie française aussi. Parce que, il faut pas croire, mais les industriels français sont à l'écoute de leurs clients. Et donc, à partir du moment où les clients disent, voilà, nous, on veut un produit éco-conçu, on veut que 50 ou 60% de nos produits soient à base de recyclés, eh bien, les industriels entendront le message et ils se mettront en ordre de marche pour aller dans ce sens-là. Voilà. Et puis juste pour la petite anecdote, vous avez un super VRP pour vos chaussettes qui s'appelle Stromae. Le chanteur, je crois que vous l'avez fourni en chaussettes une fois ou plusieurs fois, juste pour terminer là-dessus, toujours. Toujours. En fait, c'est la magie d'Internet. Ouais. À partir du moment où on a relancé l'entreprise en 2007, grâce à la création d'Archiduchesse, qui était la première marque avec qui on a relancé véritablement sur en ligne, on a eu plein de demandes. Et au travers de toutes ces demandes, on a une marque qui s'appelle Mosaert, donc qui est l'anagramme de Stromae. Voilà, mais on fait aussi des chaussettes. Alors c'est vrai que du coup, on ne sait pas pourquoi, on a pas mal de youtubeurs. Donc c'est bien parce qu'en fait, à l'usine, c'est ce que m'a dit un gars il n'y a pas très longtemps, c'est pas méchant, mais il venait d'une grosse boîte à côté de Limoges et il m'a dit c'était bien, j'étais bien payé, j'étais payé sur 13 mois et compagnie, mais c'était un peu monotone mon boulot. Alors que c'est vrai que chez vous, du coup, j'ai déjà vu Stromae, Orelsan, j'ai déjà vu des youtubeurs, donc c'est pas mal, ça fait un peu d'animation. Et voilà comment renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie auprès des jeunes. Merci beaucoup, messieurs, dames. On a terminé avec 10 minutes d'avance. Ça vous laisse le temps de prendre un café. Dans 10 minutes, il y aura une nouvelle conférence. Merci beaucoup. Merci.